Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Denis Schiavone, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui au sein des locaux de la CPME 77. Donc on va parler l'entreprise d'aujourd'hui, peut-être un peu l'entreprise de demain, on verra. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors Denis Schiavone, je dirige une entreprise de nettoyage industriel que j'ai créée en 2008, après une période, une activité dans l'informatique, puis dans la grande distribution. En 2000, je suis rentré dans le monde du nettoyage en tant que salarié, et puis j'ai décidé de créer ma propre entreprise à partir de 2008, voilà, suite au rachat de l'entreprise dans laquelle j'étais. Il y avait un certain nombre de valeurs qui ne correspondaient plus aux miennes, distillées par la nouvelle direction. Donc j'ai pris la décision de créer mon entreprise. Je l'ai créée avec ma sœur qui travaillait également dans cette même société. Et tous les deux, on est partis. Elle s'occupe de tout ce qui est administratif, ce que j'aime pas. Et qu'elle aime, j'espère. Et qu'elle aime, oui, bien sûr. Et moi, je m'occupe de tout ce qu'elle n'aime pas, l'exploitation et le commercial. Donc voilà, on a donc fait attelage. C'est une entreprise qui est familiale, puisqu'aujourd'hui, mon épouse travaille avec moi, mes 3 enfants, un de mes beaux-enfants. Et je dirais que c'est la famille au sens large, puisque l'ensemble de mes principaux cadres, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. En fait, on était collègues à l'époque dans l'autre entreprise, et au fil de la progression de notre société, ils ont rejoint la grande famille Emera. D'accord. Une petite question comme ça, c'est pas trop difficile le fait d'être dans une entreprise familiale? Bah, écoutez, c'est des paramètres particuliers, c'est pas forcément plus difficile, mais pour vous, alors ça se passe bien? Oui, Ouais. oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas c'est qu'on arrive à scinder. Il m'arrive des fois de pas toujours être très content de ce que font des membres de la famille, mais à ce moment-là, ils ne sont pas membres de la famille, ce n'est ni mon fils ni ma fille, c'est la DRH ou le directeur d'exploitation auquel je m'adresse. Et ça, tout le monde l'a bien compris, et c'est vrai qu'on a cette chance, et du moins on l'a construite pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et donc vous faites, et ça aussi, j'avais une petite question, donc nettoyage industriel, c'est-à-dire dans les entreprises? Alors nettoyage industriel, ça veut dire pas de particulier, on D'accord. travaille que dans les entreprises. C'est bien ça. Notre particularité, nous, c'est qu'on travaille la moitié de notre activité dans l'hôtellerie. Donc l'entretien des chambres, des parties communes, J'allais vous poser la des question piscines. pendant le Covid, alors. Voilà, c'était ça. Alors l'hôtellerie, c'était une excellente voie jusqu'au 17 mars 2020, jour où la Terre s'est arrêtée. Voilà, quand on connaît la date, c'est que c'est un peu traumatisant. Voilà, donc effectivement, là, tout a fermé. Ça a été une période, mais pour tout le monde, mais évidemment, mais de forte incertitude. Ouais. Malheureusement, on a bénéficié, nous, d'aucune aide, puisque l'hôtellerie représentait 50% de notre activité, donc, dont on a perdu 95% de cette part d'activité, mais ça ne représentait pas les 80% qui permettaient au global de pouvoir obtenir des aides. Donc on n'a eu aucune aide. On a évidemment pris des BGE, je n'appelle pas ça une aide, puisque pendant 4 ans, ça va être rappelé à mon bon souvenir pendant tous les mois. Donc c'est une dette, et d'ailleurs le système bancaire a eu une drôle d'attitude par rapport à ça, puisque tout ce qu'on a entendu à la télé, qu'on nous avait vendu sur les PGE, c'est pas du tout ça. C'est une dette qui plombe l'entreprise et dont il faut se débarrasser le plus vite possible en la remboursant et en faisant les efforts nécessaires, mais loin des commentaires du départ. Oui, exactement. Et dernière question là-dessus qui me vient, le fait qu'il y ait du télétravail, est-ce que ça impacte la quantité d'activité que vous avez? Parce que moins on est sur site, plus on est chez soi, moins il y aura de nettoyage industriel. Vous le sentez ou pas, ça? Alors, sur la partie effectivement tertiaire, on a quelques grands donneurs d'ordre qui ont une activité qui s'est fortement orientée télétravail, qui ont réduit les surfaces, et effectivement, c'est venu impacter la quantité de mètres carrés à nettoyer.
Et on voit aujourd'hui une tendance sur les grands donneurs d'ordre, notamment en marché public, sur l'idée de nettoyer à la présence, quoi. D'accord. Donc, ce qui va venir encore Ok. un peu plus complexifier puisque c'est pas très en accord avec les contrats de travail et le cadre très strict du contrat de travail. Bah oui. Donc, c'est encore une gymnastique qu'on va nous demander. Un enjeu pour l'avenir. C'est Ok, ça. de votre côté. Bon, on se décale, on dézoome un peu. Vous représentez la CPME 77. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du moral des entreprises cette année? Comment ça va? De quoi elles ont besoin? Alors on est un peu dans un paradoxe, puisque à la fois il y a de l'activité. Je crois qu'à peu près toutes les entreprises et tout type de secteur ont une activité qui est revenue, et on l'entend régulièrement, au moins à 2019, voire dans certaines branches ont dépassé 2019. Donc l'activité est là. Aujourd'hui, le grand problème que tout métier a, c'est le recrutement. Comment trouver des salariés pour réaliser cette activité qui est abondante. C'est ajouter les problèmes de matières premières à une époque, même si c'est en cours de... Enfin, ça s'est un peu tassé, mais voilà, à une époque, ça s'est quand même ça a fortement impacté. L'énergie, évidemment. Puis on a le tarif aussi des matières premières qui explose, quoi. C'est ça. Ouais. Les tarifs, l'énergie, les tarifs, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'air tous de se contenter d'une essence à 1,90 €, quasi 2 €. Ouais. Il paraît que le baril est revenu à 75 $, donc pourquoi on est toujours à 2 €? Bon, voilà, il y a certainement des gens qui ont les réponses. Si les médias n'en parlent pas, c'est qu'il n'y a rien à en dire. Voilà, je suppose que ça va à tout le monde, mais voilà, Enfin, moi j'ai dans mon entreprise 70 véhicules, c'est un impact fort, très très fort. Donc voilà, donc à la fois il y a de l'activité, on se dit super, c'est reparti, parce que quand même on était tombé très bas sur la période Covid. Et mais puis, si le pouvoir d'achat baisse, aussi faire rouler sa voiture, ça nous coûte à chaque fois un billet de plus. Finalement. Aujourd'hui, ce qui est clair, ce qui n'est pas en forme, c'est les marges. Là, elles sont lourdement impactées. Et on peut pas tout, je veux dire, on peut pas tout redistribuer dans le prix de vente. On peut pas tout. Donc il y a une forte tension sur les marges. Et ça, quel que soit je veux dire, grosse PME, petite, TPE, on voit bien que tout le monde souffre. Mais ça plombe un peu le moral ou pas des chefs d'entreprise? Est-ce que vous en entendez certains dire oh bah moi je vais arrêter, ou alors moi je vais me transformer, ou alors on va se regrouper, ou alors. Alors ça plombe le moral, oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a l'entreprise, mais il y a aussi celui ou celle qui dirige qui peut aussi se dire c'est fatigant de tirer un peu le tank à bout de bras. Alors oui, c'est ça, sauf que le chef d'entreprise, lui, il n'a pas trop le droit à ce chapitre. Bah oui. Et dire bah j'arrête tout, ça fait pas partie de l'ADN du chef d'entreprise. Donc non, tout le monde continue à se battre, c'est de plus en plus dur. On finit par être dans une certaine abnégation. On se dit bon, bah, voilà, demain il y aura un nouveau truc qui va nous tomber dessus, mais on va tant que ça marche, tant qu'on y arrive. On cultive le temps présent. Voilà, c'est ça. Mais alors je vous fais cette blague, mais en même temps, la prospective c'est important, notamment pour un chef d'entreprise. Donc je me dis que ça peut lui casser un peu sa visière, quoi. Il a peut-être du mal à voir à l'horizon. Alors aujourd'hui, effectivement, regarder à l'horizon, c'est. Enfin, moi, je dis que depuis quand même ce fameux 17 mars 2020, parfois je m'amuse à regarder mon business plan de 2019 sur les 5 années à venir. Ouais. Hein, je ne l'ai pas atteint en fait. Il y a eu donc voilà. Donc je crois qu'on a toutes ces grandes prospections sur qu'est-ce qu'on fait à 5 ans, qu'est-ce qu'on fait à 10 ans. Aujourd'hui, on a compris que ça peut très vite être complètement bouleversé. Donc on ne peut pas vivre comme si c'était le dernier jour. Mais c'est une grosse question quand même, hein, parce que ça vient quand même couper les pattes d'un pilier, je dirais d'un pilier, peut-être d'un moteur d'une entreprise, si elle ne peut pas imaginer dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans,
C'est compliqué quand même. Alors, ça vient s'ajouter. Plus qu'en stratégie, vous voyez. Oui, oui. Alors, évidemment, il faut quand même essayer de se projeter mais c'est devenu aujourd'hui très complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équation, elle n'est plus à 2 ou 3 inconnus, elle est à un paquet d'inconnus. Ouais. Et il faut en fait, ça impose vraiment de faire un plan A, un plan B, un plan C, et d'avoir une petite idée du plan D en fonction de ce qui va pouvoir se passer. Donc ça crée vraiment beaucoup d'incertitudes. Et alors ça nous oblige aussi à être, voilà, ça nous aiguille aussi. Hein, on est obligé d'être très ouvert sur plein de choses. Bon, voilà, c'est pas. Si je voulais être piquant, je dirais que ça nous pousse à être dépressif ou philosophe. C'est vrai, c'est un peu ça. Bon, alors moi j'ai une question qui me vient et ça, on en discutait un peu avant l'émission. J'ai une collègue à qui je passe le bonjour qui me disait si les CPME sont connus, le terme de CPME est connu et en fait pour moi il me semble que quand je discute avec des gens qui ne sont pas du milieu de l'entreprise, ils ne connaissent pas ce que c'est que les petites et moyennes entreprises, encore moins la Confédération des petites et moyennes entreprises. Comment vous expliquez, contrairement au terme MEDEF qui est connu de toute la France, les CPME ne soient pas vraiment connus, qu'on ne comprenne pas forcément quelle est sa place, et puis c'est quoi les différences entre CPME et MEDEF? Est-ce que vous pourriez nous remettre un peu ça sur la table assez objectivement, quoi? Oui, non, bien sûr. Alors pourquoi on n'est pas assez connu? Alors forcément, il y a une part de responsabilité de chez nous. Ce qui n'est pas une critique de ma part. Hein, bien sûr, non, mais... Le mot MEDEF, on l'entend à la télévision, à peu près. Voilà, il y a des périodes où on l'entend 10 fois dans la journée, mais CPME, finalement... Voilà, CPME, on est plutôt sur la version travail des choses, c'est-à-dire qu'on a des équipes, que ce soit sur les territoires, dans les régions, au national, qui sont vraiment chevilles au corps et qui vont porter la parole des entreprises auprès des différents ministères, administrations. Et on est moins effectivement dans le côté... C'est l'armée de l'ombre? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ça donne un peu plus de charme. Voilà, oui, mais c'était une expression qui me convient bien parce que effectivement, on est moins présent sur la scène médiatique. Alors le MEDEF, forcément, les entreprises du CAC 40. Oui, puis on les interpelle, on a l'impression que le gouvernement et le MEDEF discutent tous les jours et qu'il y a des bras de fer, et puis CPME... et pourtant la CPME, tous les jours, est présente dans les ministères pour aller effectivement apporter la vision de l'entreprise. Hein. On n'est pas là pour faire du lobbying ou des choses un petit peu d'entre-soi. Non, nous, on est là, et les équipes au national sont vraiment très performantes là-dessus. Il y a eu énormément de propositions qui ont été faites pendant la période Covid, puis l'après-Covid. Aujourd'hui, effectivement, la réforme des retraites, il y a eu aussi beaucoup d'interventions de la part des équipes, des élus et des permanents pour venir porter la parole du chef d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur le mode concret, travail de ce qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire que MEDEF, ils ne le font pas. En général, ils sont aussi avec nous ou reçus à part. Mais bon, voilà, je veux dire, avec le MEDEF, on partage 95% des combats et des idées pour l'entreprise. Le MEDEF est quand même plutôt orienté sur des grosses entreprises, sur des dirigeants salariés. Et il me semble que le tissu économique est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises. Alors oui, en France, c'est 90%. Faut le rappeler, c'est important, PME. ça. Voilà, non mais tout à fait. Hier, je recevais une cinquantaine de personnes, des nouveaux adhérents, et donc on leur a rappelé effectivement, voilà, la force de la France dans l'entrepreneuriat, c'est les TPE et PME. Ouais. C'est là que ça se joue. Et donc, dit autrement, la majorité de ce qui tient le tissu économique, c'est les petites boîtes, quoi. Faut le dire. C'est ça. Et alors, dans petites boîtes, je sais que c'est parfois... En termes de quantité, quoi, contrairement à la trentaine de grosses entreprises qui ont l'air de dominer le monde, en fait, la majorité, c'est les petites boîtes, quoi. C'est la vraie vie, on va dire, les petites boîtes. Alors, dans petites, je sais que des fois, j'entends des petits pics qui me sont lancés, parce que moi j'ai une société avec
il y a un certain nombre de salariés, on a plus de 1000 salariés, Mhm. voilà. Mais on est une PME, parce que ce qui compte, et c'est vraiment l'axe pour nous à la CPME, c'est d'avoir des chefs d'entreprise qui ont mis leur maison en caution, qui ont créé leur boîte ou racheté une boîte, mais voilà, qui sont investis. Je suis désolé, le patron de chez Orange, si l'action Orange dévisse, bah, il va peut-être être, libogé ou changer de voie, mais en tous les cas, sa maison, il va la garder. Alors, j'ai rien contre Orange, hein, j'ai dit Orange parce que c'est une entreprise connue. Mais nous, c'est des entrepreneurs, propriétaires de leur boîte, qui ont mis à un moment... En termes d'investissement, c'est plus la même chose. Il y a un lien direct. C'est pas pareil. Moi, j'ai quitté une place, j'étais directeur de région, salarié, avec un salaire très confortable dans la boîte où j'étais. J'ai tout quitté pour me retrouver dans un petit entrepôt à Vers-Saint-Denis avec ma sœur et puis mon petit camion et aller faire le tour. Alors aujourd'hui, on a bien évolué, ok. Mais c'est de la folie de votre part. Alors. Mais bah, il faut un petit grain de folie, il faut croire. C'est peut-être pas la même fierté aussi, parce que ce qu'on construit, même si c'est un risque, c'est nous qui l'avons fait aussi. Ah bah, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai un vrai ADN de mon entreprise. Je veux dire, et d'où la grosse difficulté. Alors, vous parliez de psychologie mais pendant le Covid, enfin, tout s'effondrait quand même. Enfin, tout ce qu'on avait construit allait partir en fumée. Et comme je vous le disais, c'est une entreprise familiale, c'est-à-dire que ça ne concernait même pas que moi. C'est-à-dire que l'ensemble de notre famille allait perdre son outil de travail. Donc c'est pas pareil. C'est pas la même chose que quand on divise de 3 points à la bourse, quoi. Ça a un autre impact et une autre saveur aussi. Donc avec le MEDEF, voilà, ce qui nous différencie à un moment, c'est plutôt cette vision et moi, prenez la CPME nationale, les permanents de la CPME, donc les salariés permanents de la CPME nationale, sont moins nombreux que ceux du MEDEF Île-de-France. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, la CPME, c'est des chefs d'entreprise qui parlent à des chefs d'entreprise. Et quand un chef d'entreprise chez nous a besoin d'une réponse, il a un chef d'entreprise en face de lui qui a toute la complexité du sujet en tête pour pouvoir répondre et pas donner juste des conseils très formatés, parce que derrière, il peut y avoir des conséquences. Et on fait beaucoup de conseils RH notamment, par exemple. Ok. Voilà. Bon. Qu'est-ce que l'entreprise de demain ne pourra plus faire selon vous? Et qu'est-ce qu'elle devra désormais mettre en place pour s'adapter à l'évolution de notre société? Alors évidemment, il y a la médiatisation peut-être à penser, les ressources énergétiques, les financements qui vont changer. Mais j'aurais voulu avoir un peu votre point de vue sur ça. Qu'est-ce que l'entreprise de demain pourra plus faire, par exemple, quoi? Je crois que ce qu'il faut que l'entreprise de demain ne fasse plus, c'est d'avoir, mais ce qui est à la base de la construction d'une entreprise. Quand on construit une entreprise, souvent on est tout seul. On peut avoir des associés, mais le chef d'entreprise est seul. Et c'est pour ça qu'on l'incite à venir dans les syndicats patronat pour pouvoir justement sortir de sa solitude. Et ce qu'on ne pourra plus faire demain, on est aujourd'hui, même si la CPME est la première syndicat représentatif des entreprises avec 243 000 entreprises, c'est pas assez. Ni quand on additionne MEDEF et CPME, c'est pas assez. Donc je pense que le chef d'entreprise devra sortir de sa solitude. Et ce qu'il ne pourra plus faire, c'est dire, bon, bah, moi j'essaye de gérer au sein de ma boîte mes problèmes, et les problèmes extérieurs ne rentrent pas dans ma ligne de compte. Donc il faudra vraiment, je pense, de la solidarité. Encore une fois, qu'on aille au MEDEF, la CPME, voilà, après chacun fait son choix, mais il faudra vraiment peser sur les décisions qui sont prises. On voit bien à quel point les décisions des gouvernements, quels qu'ils soient, il n'y a pas de politique là-dedans, puisque on peut dire que ça fait 40-50 ans qu'on a à la fois des bonnes choses de fait et des moins bonnes. Donc, mais il faudra absolument qu'on puisse, à travers nos organisations syndicales, pouvoir vraiment peser sur des décisions, et puis que des décisions soient faites, et puis après, c'est à nous de nous débrouiller avec les conséquences. Si on prend les décisions sur les ZFE, je veux dire, aujourd'hui, comment un artisan
comment une PME va pouvoir aller travailler dans Paris sans véhicule diesel, Il y a sans encore véhicule. quelque chose qui n'est pas adapté. Voilà, Ça me fait penser à la demande de changer toutes les chaudières à gaz de toute la France pour de l'électrique, avec les professionnels qui, après, en prenant la parole, disent c'est pas possible. Donc on se voilà. dit, mais ça a été quand même énoncé publiquement, mais qui a pu conseiller finalement les ministres sur ça, quoi? C'est là où c'est très abstrait pour la vie de tous les jours, pour les entreprises, les salariés. Ouais. Voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe de là-haut. Il y a quelqu'un qui a une idée géniale, sûrement. De vue de son bureau, ça devait être parfait. Comment ça se fait qu'en 2023, alors on n'a toujours pas réussi à faire en sorte de gagner du temps, parce que finalement c'est peut-être aussi pas mal français, de discuter, on s'engueule, et puis après au-dessus ça prend une décision, et puis après en bas on résiste, et puis après on s'engueule pendant 2-3 ans, et puis après on trouve un compromis. On pourrait pas réussir en amont à essayer de pondre quelque chose d'efficace pour tout le Alors monde? je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées sur le modèle actuel. Ouais, parce que c'est quand même assez souvent le cas. En fait, ce que vous me dites est quand même un peu triste en 2023. En plus, après le Covid, on pourrait se dire qu'on aurait pu apprendre à être un peu plus collaboratif entre gouvernement et entreprise. Bah oui, c'est un peu toujours le drame du plus jamais ça. Et puis finalement. Ah oui, le fameux plus jamais ça, justement, c'est ça. Et puis finalement, bah voilà, chacun reprend son modèle, ça roule. Voilà, les dirigeants de l'État, du gouvernement, mais de l'État en général, parce que le gouvernement, ce sont des élus à un instant T, mais ceux qui dirigent sont tout l'État, avec tous ces hauts fonctionnaires. Tout le monde est du même sérail, tout le monde a vu la même chose, donc tout le monde pense pareil. La vie, elle n'est pas monochrome, quoi. Je veux dire, il y a quand même des choses et des paramètres. Et je crois que le côté hors sol, alors, ils essayent à travers, encore une fois, les préfectures qui nous contactent régulièrement pour échanger. Moi, je participe à des réunions, tout comme le MEDEF, à un certain nombre de réunions. Mais on sent bien que quand on leur apporte les informations de la vraie vie, il y a une sorte de blanc qui s'installe parce que... À votre avis, ça bug parce que vous ne dites pas ce qu'on imaginait, ou vous venez oui. casser un plan qui était déjà préétabli? C'est qu'effectivement, la vraie vie ne correspond pas à leur plan. Et donc, finalement, on force le barrage, peut-être. Bah voilà, du coup, bon, on se dit, bah tiens, c'est le gars de la CPME ou le gars qui a une vision. Non, c'est pas une vision. C'est-à-dire que nous, on leur apporte, voilà ce qui se passe. Vous avez créé des mesures, des subventions, des machins, elles ne parlent à personne. Quand on a vu les mesures sur l'électricité, nous, on a reçu un certain nombre de députés. Sur les ampoules gratuites là? Ah non, alors, pas les ampoules gratuites, c'était pour pouvoir bénéficier d'une aide pour les entreprises. Il fallait que le montant de l'électricité représente plus de 3% du chiffre d'affaires. Voilà, il y a des entreprises qui se retrouvent avec plus d'1 million d'euros d'électricité à devoir payer, et toutefois, la somme totale ne faisait pas les 3%. Ouais. Mais quand on leur explique ça, bah ouais, pourtant c'était bien 3%. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que ce qu'on propose est souvent assez extraordinaire a priori, mais quand on est sur le terrain, ça se rencontre pas, ça n'a pas de sens, quoi. Bah voilà, ça ne s'applique pas. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps. Peut-être encore avec cette question aussi de l'investissement personnel que vous avez en tant que chef d'entreprise, et qu'au-dessus, finalement, on ne vient pas, quelle que soit la loi qu'on posera, en fait, pas de conséquences sur leur quotidien. Il faudrait que ce soit fait autrement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils reçoivent du terrain, les syndicats. Voilà, racontez-moi vos problèmes. Quels sont le problème? Et c'est vrai aussi pour les syndicats salariés. Alors, après, il faut que tout le monde joue le jeu et ne soit pas dans le dogme, et soit pas dans, voilà. Il faut qu'on ait un projet France. Il n'y a pas de projet France. On en arrive là souvent, je crois, après. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose de plus global, voilà, qui pourrait contenir tout le monde. Mais ça renvoie à cette question de solitude dont vous parliez, si on reprend le fil, parce que vous disiez que finalement ça manquait un peu d'engagement, que ce soit au MEDEF ou à la CPME, et que finalement il pouvait vous manquer des gens dans vos rangs pour pouvoir peut-être peser dans la balance par rapport à vos interlocuteurs. Tout à fait, il faut vraiment que les entreprises aujourd'hui... Alors c'est vrai que le mot syndicat dans l'entreprise, c'est pas un mot... mais bon, il n'y en a qu'un. Donc, et puis il signifie le fait de représenter une corporation. Donc voilà, il faut que les entreprises aujourd'hui s'investissent dans les syndicats pour qu'effectivement on soit suffisamment représentatif.
c'est vrai pour les syndicats de salariés. Je veux dire, ils représentent très peu de salariés. Ben oui, mais moi je vais vous poser une petite question là-dessus, peut-être on n'a pas forcément de réponse évidente. Comment vous expliquez que finalement il y ait tant de chefs d'entreprise qui vivent avec parfois difficulté leur solitude, et puis beaucoup se plaignent de ça, hein, je veux dire, que ce soit l'exercice. Mais c'est la même chose pour l'exercice en libéral, et c'est la même chose pour les chefs d'entreprise. Comment ça se fait qu'après cette plainte-là, il n'y ait pas assez de gens qui s'engagent à la CPME, au MEDEF? Et donc, je me dis, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que les syndicats, c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à moderniser? Qu'est-ce qui fait que finalement, on soit tous d'accord sur le fait que le nombre fasse aussi la force et qu'au final, il n'y ait pas assez d'adhésion sur le papier? Alors je crois qu'il y a aussi, Il y a peut-être les réseaux sociaux, il y a la Ouais. modernité, peut-être que certains se disent qu'ils vont y arriver, qu'ils n'ont pas besoin des autres. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors je pense qu'il y a quand même un côté très individualiste. C'est quand même assez présent. C'est quasiment franco-français. On a, On a son, peur son des pa- autres on a son pavillon, sa clôture, son jardin. Enfin, voilà, C'est vrai. on n'est pas dans un modèle de partage. C'est pas naturel. Voilà, quand on voit parfois des émissions où il y a des guerres de clochers dans un village pour une histoire de coq, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a un C'est individualisme très bien individualiste. ancré. Voilà, D'accord. c'est bien ancré. Donc voilà, le syndicalisme, c'est effectivement pour représenter auprès de l'État et du gouvernement et des administrations, mais c'est aussi, on est présent dans tous les systèmes de commissions paritaires. Les juges du tribunal de prud'homme, les commissions d'URSSAF, d'impôts. Alors c'est du temps totalement gratuit, hein, parce qu'on est totalement bénévole. Donc c'est du temps qu'il faut donner aux autres. Et ça, on voit bien que c'est pas une démarche naturelle. Il faut un peu insister. Alors c'est un job, hein, voilà, il faut qu'on fasse ce boulot. Je me demande, parce que pour avoir interviewé un représentant de CPME dans le Sud au début de cette émission, en 2022, je me demande si il ne faut pas attendre, excusez-moi l'expression, qu'on soit dans la merde pour avoir besoin du collectif, pour après être converti à l'idée que les gens nous sont utiles. La résistance naît de la guerre, donc c'est un peu dommage, quoi. Vous avez peut-être des adhésions quand on est en difficulté, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, Et puis oui. pendant le Covid, Pendant on le vous Covid, appelle, puis qu'après le Covid, 2 ans après, il n'y a plus personne, par exemple. Pendant le Covid, mon prédécesseur, Stéphane Saint-Joux, a joué un rôle important et a vraiment mis en avant Et là, on a eu effectivement beaucoup d'entreprises non adhérentes, d'ailleurs, qui venaient chercher des masques, enfin voilà, tout ce qu'on cherchait à l'époque, du gel, qu'on avait réussi à... Et effectivement, derrière, le soufflet il est un peu retombé. Voilà, hein, on reprend nos vies. Le Covid, on a l'impression que c'était il y a 10 ans maintenant, mais non, c'était encore il y a un an. On ferait peut-être collectif que quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Oui, c'est ça. Comme on le perçoit. Parce que le fait de jouer collectif n'est pas compris comme un atout. Et on voit... Donc, quand on est au pied du mur, on se dit il faut qu'on se serre les coudes. Et puis quand tout va bien, on se dit oh, je ne vais pas m'embêter à m'occuper des problèmes des autres, quoi. Je reste dans mon... Moi, ça roule, je fais mon truc. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement ce sens du collectif et soit quelque chose qui soit vu comme positif plutôt que je vais perdre du temps à faire ça. Moi, j'ai souvent des gens, des copains chefs d'entreprise, ils me disent oh, mais t'as eu le temps que ça te prend la CPME. Bah oui, mais c'est pas du temps perdu. C'est aussi, il y a aussi des choses intéressantes. Il y a des échanges. Ça permet de. Vous avez un réseau, ça vous permet de vous connecter à l'actualité, au terrain, savoir des choses. Tout à fait. Non, mais voilà, et on reste pas. Il faut pas rester enfermé dans son entreprise, quoi. Donc voilà, c'est cette démarche-là qu'il faut. Mais c'est notre boulot à la CPME et au MEDEF d'arriver à aller faire prendre conscience aux chefs d'entreprise que puis c'est un peu tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc voilà. On revient toujours à cette même phrase. Voilà. Et puis moi, ça fait partie de ma petite pierre à l'édifice de rajouter une voix en communiquant plus largement avec cette émission. Une question qui me vient, les travailleurs seniors, on n'en veut pas forcément. J'aurais voulu avoir votre avis. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils sont trop chers? Est-ce qu'on privilégie les moins chers et les plus malléables? C'est une question que je me pose parce que j'ai vu plusieurs personnes avec une bonne expérience être mis de côté pour des plus jeunes qui pouvaient être amenés parfois
à déstructurer un peu certains services de l'entreprise, mais étant parfois peut-être plus malléable, moins râleur, mais aussi moins expérimenté. Et c'est la question que je me pose. On en parle pas mal, hein, des travailleurs seniors qui ont une trouille de se retrouver au chômage parce qu'ils seront plus embauchés après. Moi, d'un autre regard, je me dis, c'est quand même dommage, parce qu'on peut bénéficier du type qui est pas loin, ou de la nana qui est pas loin de la retraite, et qui a un bagage derrière, et qui m'évitera peut-être de faire des bêtises en m'aiguillant, en me donnant ses conseils. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Comment ça se fait que c'est si difficile, apparemment, avec certains, avec l'âge, en fait, tout simplement? Alors je crois que ça, c'est... on ne veut pas des seniors, enfin ça n'existe pas dans les TPE, PME. Mhm. Il n'y a pas un chef d'entreprise de PME qui se lève le matin en se disant bon, qui c'est que je vais licencier aujourd'hui. Au contraire, les seniors, c'est la base de l'entreprise, c'est le fondement de l'entreprise, c'est le savoir. Mais ils vous demandent aussi parfois un peu plus de salaire que le petit jeune parce qu'ils ont 30-40 ans d'ancienneté et qu'ils ne veulent pas recommencer à zéro. Alors moi j'ai une règle, c'est pas ce que ça coûte qui est important, c'est ce que ça rapporte. Et donc payer un salarié au juste prix qui apporte à l'entreprise son savoir, sa connaissance, ses compétences, à aucun moment c'est un coût pour l'entreprise. Au contraire. C'est bien sage ce que vous dites, mais j'entends. Ben, si tout le monde appliquait ça, ce serait parfait. Je crois que le côté les seniors n'en veulent plus, on fait des plans de départ. Vous entendez ça, c'est qui? Air France, ADP, Total. Voilà, ces grandes entreprises qui ont une autre vision du monde. Mais les PME, les entreprises, encore une fois, de la vraie vie, hein, voilà, on a compris ce que je voulais dire à travers ça, c'est-à-dire des gens ancrés dans leur... tous nos salariés, on a besoin de nos salariés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment où on se dit... et les salariés ont besoin de son patron pour faire fonctionner la machine. Et c'est un duo. Donc, les seniors, ça doit être un avantage. Par rapport à tout ce qui s'est dit, notamment sur la réforme des retraites, là, où le fait de travailler plus longtemps, on dit bah oui, mais ça ne sert à rien parce que c'est pour les mettre au chômage 2 ans de plus. Bah oui. Alors ça, tout à fait d'accord, ça ne sert à rien. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas faire ça. En fait, ce qu'il faut, c'est aider les entreprises parce que forcément, on ne peut pas avoir payé 2 personnes pour un même poste. On ne peut pas payer un jeune entrant et un senior pour le même poste pendant la transition. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que l'État, à travers des allègements de charges, enfin bon, après, il y a plein de systèmes, mais plutôt que de les payer au chômage, de toute façon, ils vont dépenser de l'argent pour ces seniors. Donc plutôt, injectons-les dans les entreprises avec un contrat d'un senior, un jeune, et que cette phase de départ de l'entreprise programmée soit plutôt une phase de transition et de transmission aux jeunes et de formation pour que ce soit positif. Et je pense qu'aujourd'hui, et pour en discuter avec je connais quand même un certain nombre de seniors, vu que je m'approche gentiment de cette zone-là, ça intéresse tous les seniors de se dire, mais moi, voilà, c'est génial, je quitte l'entreprise en ayant formé quelqu'un qui va poursuivre voilà, tout ce que j'ai appris. Donc il faut que les jeunes, effectivement, arrivent aussi avec leur vision, parce que voilà, il y a un moment, et aujourd'hui avec le numérique, les réseaux sociaux, toute cette révolution qui est en cours, il faut effectivement, forcément, quand on a démarré, quand on a 60 et quelques années, on est un peu moins, même moi à 55, je suis moins dans le truc que ma fille qui a 30 ans. Bon, c'est normal. Donc il faut que cet alliage du senior et du jeune entrant dans l'entreprise se fasse. Malheureusement, on ne peut pas, au niveau des entreprises, le financer en interne, mais voilà, que l'argent de l'État, plutôt qu'il soit déversé sans compter pour mettre des gens au chômage qui aiment leur boulot. Moi, j'ai des gens chez moi qui sont bien loin des 64 ans et qui me disent « Mais non, mais moi, je ne veux pas arrêter. Moi, ce que je fais me plaît, l'entreprise me plaît. » La question de la transmission, je pense, est importante parce que quand on aime son boulot, à un moment donné, il est difficile de se dire que le savoir va s'éteindre et que peut-être parfois un service va se mettre à moins bien fonctionner parce qu'il n'y aura pas de relais. Et on
peut aussi dire que on peut être salarié, très attaché à son travail et très attaché à son entreprise et ne pas vouloir partir avec la sensation de retirer un mur au risque que ça s'écroule, quoi. Donc la transmission à quelqu'un d'autre me semble aussi donner du sens au boulot d'une certaine manière. C'est parce que on a l'idée maintenant, hein, depuis ce fameux Covid, que avant on parlait de pénibilité au travail, maintenant c'est le travail qui est pénible. Voilà. Donc en gros, quand on entend certains responsables ou plutôt irresponsables politiques dire qu'on a le droit à la paresse, on a le droit de ne pas travailler. Enfin bon, voilà, c'est du délire et ça ne correspond pas en plus, enfin je veux dire, à la grande majorité des salariés, ont bien compris qu'il fallait. Et puis que le travail, c'est enrichissant. Voilà, ça donne du lien social, ça apporte plein de choses. Combien d'exemples on a de gens qui se sont retrouvés tout d'un coup à la retraite, qui ne l'avaient pas forcément anticipé et qui sont complètement perturbés de ne plus, que le téléphone sonne plus, qu'il n'y a plus de mail. Voilà, donc oui, il faut améliorer, il faut travailler sur le bien-être au travail, ça c'est clair, il ne faut pas que ce soit... mais on est très loin quand j'entends encore une fois certains politiques dire ah ouais, mais aujourd'hui c'est devenu l'enfer. Moi, mon grand-père, il était tourneur-fraiseur. Derrière sa machine 8 ou 9 heures par jour. Je ne sais plus à combien ils étaient à l'époque, mais là c'était l'enfer. Donc voilà. Il n'avait pas la direction assistée dans la voiture, le café, il n'avait pas de voiture d'ailleurs. Au bureau. Voilà. Il n'avait pas de voiture et l'usine elle était pas chauffée ni refroidie. Donc voilà, je veux dire, il faut pas. On a un peu tendance à oublier d'où on vient quand même. Enfin, c'était mieux avant. C'est toujours mieux avant. Est-ce que le Moyen-Âge c'était bien? Non. C'est toujours la même question. Donc voilà, il faut prendre les atouts des périodes actuelles. Il faut faire attention aux inconvénients. On disait les entreprises, effectivement, qu'est-ce qu'elles doivent plus faire? Voilà, il faut qu'elles s'adaptent effectivement à tout ce monde numérique. On voit bien que la cybersécurité, ça va être un vrai sujet. Ça ne concerne plus que le Pentagone ou des grandes entreprises. N'importe quel. Comme jour, j'avais un médecin qui me dit je me suis retrouvé hacké, il a fallu que je paye 200 € pour qu'il me libère mon agenda et j'avais plus de visibilité dans mon agenda. Donc c'est vraiment. C'est vrai. Voilà. Donc il y a des contraintes qui sont liés des avantages que l'on a aujourd'hui. On va aller sur la dernière question. Allons-y. Selon vous, où va le monde? Alors si je le savais, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Vous le venderiez combien, ce conseil? Je le donnerais, puisqu'il faut être dans le partage. Donc, allez-y, on vous écoute. Non, où va le monde? Je pense qu'effectivement, on est en pleine révolution. Peut-être que c'est à la hauteur. Alors même si j'ai quelques années, je n'ai pas connu la révolution industrielle au moment où elle s'est produite, mais je pense que c'est à la hauteur de cette période. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une transformation profonde. On a la chance d'être en France, parce que c'est pas pareil, c'est pas partout pareil dans le monde. Hein. Avec les mêmes transformations, on n'a pas ce cadre. Je veux dire, voilà, on a quand même un système social qui est fort, qu'il faut préserver, donc il ne faut pas en abuser. On a tous les éléments en France pour absorber toutes les transformations et les difficultés qui vont avec. Et une phrase que j'aime bien de Sylvain Tesson, c'est voilà, la France c'est un paradis dont les habitants pensent vivre en enfer. Et c'est dommage, il faudrait qu'on prenne conscience que la France est une vraie chance et qu'on devienne non pas une somme d'individualités, mais plutôt voilà, une force regroupée, salariés, chefs d'entreprise, patrons, voilà, que tous ces gens-là, à un moment, se mettent ensemble, et puis on se relève les manches, et puis qu'on attaque ce nouveau monde qui est devant nous. Denis Schiavone, merci pour toutes ces réponses.